Un garçon est réincarné dans un monde où la magie existe et rêve de mener une vie tranquille, mais avec un talent remarquable pour la magie de l'eau. Il se rend vite compte qu'il devra s'entraîner dur s'il veut survivre dans la terre étrange où il a été envoyé. Tout commence dans une vaste forêt, avec des montagnes s'élevant au loin. Au milieu de cette forêt se tenait une maison, où un jeune garçon était allongé sur son lit. Il se leva, quitta sa chambre, après avoir jeté un coup d'œil à 2 livres et un couteau sur la table, sortit pour admirer le ciel bleu clair du matin. C'est alors qu'il dit « Oh, viens à moi », instantanément. Une boule d'eau se forma dans sa main, pour disparaître quelques instants plus tard, ne laissant rien d'autre qu'une petite flaque dans sa paume. Dans la scène suivante, le garçon se retrouva dans un endroit irréel, où un homme l'accueillit par son nom, Mihara-ryo. Cela faisait des âges que cet homme n'avait pas visité cet endroit, et il informa Ryo qu'il était mort dans un accident de voiture. Le garçon hocha la tête, disant qu'il s'en souvenait, puis demanda si l'homme devant lui était Dieu. L'inconnu expliqua qu'il ne l'était pas, mais qu'il était quelque chose de plus proche d'un ange. À partir de ce moment-là, Ryo commença à l'appeler Miguel, juste pour simplifier les choses. Après avoir appris qu'il allait être réincarné, Ryo demanda ce qu'il était censé faire dans cet endroit pendant qu'il attendait. Miguel lui dit de vivre comme bon lui semblait. Il n'avait pas reçu de mission, il semblait donc libre d'explorer. Dans ce cas, le garçon admit qu'il voulait juste une vie paisible. C'est alors que Miguel révéla que le monde dans lequel Ryo serait réincarné s'appelait Phi, un lieu débordant de magie. Dans cet univers, environ 11 pros des humains pouvaient utiliser la sorcellerie, et la plus grande affinité de Ryo était avec l'élément de l'eau, car il voulait une vie tranquille. Miguel dit que Ryo serait envoyé dans la forêt de Rondo, où il trouverait une maison prête pour lui, équipée de 2 mois de provisions, y compris une chambre froide avec de la nourriture. De plus, l'ange veillerait à ce que les monstres restent éloignés de sa nouvelle maison, en installant une sorte de barrière protectrice. En feuilletant l'édition débutant du Compendium des monstres, Mihara-ryo remarqua qu'il n'avait jamais vu cet alphabet auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, il pouvait tout lire sans problème. L'autre livre s'appelait le Compendium de la flore. Dans le jardin, le garçon nouvellement réincarné invoqua un peu d'eau. Après quelques pratiques, il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de prononcer de commande tant qu'il visualisait l'élément dans son esprit. Cela suffisait. C'était vraiment dommage, car il aurait adoré crier jet d'eau en abattant un ennemi sans méfiance.
Il a encore la magie de son côté dans ce monde. Puisant dans son pouvoir, Ryo invoque un chemin de glace qui serpente à travers le sol, attirant le sanglier directement vers lui. Ensuite, il prépare Sekzen lance de glace, les enfonçant dans la bête dans une rafale de frappes. Le plan fonctionne, et le combat est terminé en un instant. Cette nuit-là, de retour chez lui, Ryo lit que les sangliers inférieurs sont classés parmi les monstres les plus faibles. La pensée lui donne des frissons, se souvenant de la difficulté qu'il avait eu à gérer un seul d'entre eux. Feuilletant son livre de monstres, il remarque que les 2 dernières pages sont séparées, comme un chapitre spécial qui n'est pas destiné aux débutants. Là, il trouve ce qui suit. Dragon. Seuls, ils peuvent facilement détruire une ville entière. Note, si vous en voyez un, fuyez, bien que vous puissiez peut-être vous en sortir. Il y a aussi une autre entrée. Démon. Pas un ange déchu. Origine inconnue. Note, priez pour ne jamais croiser l'un d'eux. En lisant ces descriptions, Ryo réalise que le monde est bien plus vaste et bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Le jour suivant, il retourne dans la forêt et ramasse des fruits à la fois sucrés et acides, exactement comme il les aime. Soudain, un oiseau qui vole au-dessus de lui manque de peu de l'attraper avec ses serres. Quelques instants plus tard, il déclenche une attaque de vent qui tranche plusieurs arbres voisins en deux. Ryo se rend immédiatement compte que les enjeux viennent d'être augmentés. Pour se protéger, il court à travers la forêt, invoquant des boucliers de glace tout au long de son chemin pour bloquer les sorts de l'ennemi. En courant, il se souvient de la créature, le faucon tueur. Maître de la coupe du vent, Ryo réagit en lançant des jets d'eau, mais l'oiseau est rapide, esquivant tous les jets. Dans un soudain éclat de vitesse, il plonge vers lui tel une balle. Mais à mesure qu'il se rapproche, Ryo invoque un dôme de glace, dans lequel le faucon s'écrase tête la première. Il le jette au sol. Mais le combat n'est pas fini. Faisant preuve d'une résilience remarquable, l'oiseau se relève et reprend son envol. Bien que son œil droit soit gravement blessé et inutilisable, réalisant peut-être ses propres limites, l'ennemi décide finalement de partir, au grand soulagement de Miara. Cependant, tout n'est pas encore gagné. Grâce à sa course folle avec l'oiseau, Ryo perd son chemin et se retrouve coincé dans la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Suivant une certaine direction, il tombe sur un beau lac où il voit un chevalier sans tête et un cheval sans tête glissant sur l'eau. Le jour suivant, Ryo est de retour dans la forêt, suivant sa routine de chasse. Cette fois, il abat un serpent gigantesque et menaçant. Cette nuit-là, il réussit même à rapporter du poisson. Le jour d'après, l'aventurier améliore sa barrière de glace et explore le fond marin après avoir atteint la côte, seulement pour être chassé par un énorme poulpe défendant son territoire. Avec le temps, le jeune Miara maîtrise un sort appelé jet abrasif, capable de projeter un jet d'eau à partir d'une boule d'eau dans le ciel, suffisamment puissant pour trancher une roche en deux. Avec plus d'études, il découvre que s'il utilise de la magie pour durcir la glace, il peut l'utiliser comme substitut pour du gravier abrasif et un grand pas en avant dans ses connaissances. Une nuit, au lac lumineux, il se retrouve face à nouveau avec le chevalier sans tête. Le compendium des monstres ne fait aucune mention d'un Dulahan, ce qui pousse Ryo à suspecter que cette créature dépasse largement le niveau des débutants. Pourtant, pour une raison quelconque, il se sent suffisamment confiant pour la défier. Dans l'affrontement qui suit, le Dulahan bloque chaque frappe avec aisance, obligeant Ryo à utiliser des éclats de glace comme bouclier chaque fois qu'une contre-attaque se profile. Après seulement quelques secondes, Ryo s'effondre, épuisé, et se rend compte qu'il n'est absolument pas prêt à affronter cette créature. Cependant, il n'est pas là juste pour se battre, quelque chose lui dit que le Dulahan veut en réalité l'entraîner. Le monstre forme alors une épée d'eau à partir de son propre arme et la remet au jeune humain avant de disparaître dans la nuit. Le lendemain, Ryo croise à nouveau le faucon tueur, mais maintenant, l'oiseau est encore plus menaçant, enveloppé dans une étrange obscurité. Lorsqu'il est attaqué, Ryo invoque une couche de murs de glace, mais la magie du vent de la créature les brise avec facilité. Sentant que la situation devient désespérée, il continue de bouger et reconstruit les murs pour rester en sécurité. Même après avoir invoqué 10 murs de glace, le faucon déchire tout sur son passage. Ryo tente de contrer avec des lances de glace, mais le faucon les esquive toutes sans effort. Avec une capacité inconnue, l'oiseau détruit les barrières de glace que Ryo venait de reconstruire, le laissant complètement exposé, comme si cela ne suffisait pas. Le faucon tueur lance un sort de foudre qui faillit bien l'achever. Refusant de céder, Ryo passe à son épée d'eau au lieu de la magie pour se défendre.
Avec cette arme, il parvient à dévier les attaques de l'oiseau et à le tenir à distance, retrouvant sa confiance en lui. Patient et concentré, Ryo attend la prochaine plongée du faucon tueur, et au moment parfait, plonge son épée dans la bête alors qu'elle passe en flèche. Après avoir délivré un coup aussi profond, l'aventurier s'approche de l'oiseau, qui s'accroche encore à la vie, et le remercie pour l'opportunité d'avoir tant appris de leur combat. Il sait que s'il ne s'était pas renforcé jusqu'à ce jour, il serait sûrement mort contre cet adversaire lorsqu'il serait revenu pour une autre attaque, par respect pour le faucon qui avait aussi grandi. Cherchant à venger son droit perdu, Amihara Ryo promet de donner une fin honorable à la créature. Sur ce, il retire son épée du corps de l'ennemi et met fin à sa vie. Dans la scène suivante, un dragon rouge plane au-dessus des cieux de la forêt de Rondo, où Mihara marche, jusqu'à ce qu'il se retrouve soudainement face à face avec cette entité colossale et ailée, sans perdre de temps. Le dragon atterrit devant l'humain, et communiquant par télépathie, lui demande s'il a vu un faucon tueur qui a évolué dans la région. Au début, pensant que le faucon était un serviteur de ce monstre, Ryo s'excuse. Le dragon se rend instantanément compte que l'oiseau a été tué par ce jeune homme, impressionné par la force humaine. Le dragon jette un coup d'œil à sa taille et remarque qu'il porte l'épée du roi des fées. Si le roi lui a confié cette arme, dit le dragon, le roi doit penser très hautement de lui. Pas si sûr de cela, Ryo admet qu'il aimerait en réalité poser quelques questions à ce lézard volant. Plus tard, alors que l'après-midi s'efface, le dragon entend un appel lointain et fait ses adieux à son nouveau compagnon. Avant de partir, il révèle son nom, Luan. Regardant la créature s'envoler, Ryo sourit et admet qu'il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait l'occasion de parler avec un dragon. Pendant ce temps, Miguel regrette d'avoir négligé quelque chose d'important. Tenant une tablette dans ses mains, il découvre que, pour une raison quelconque, Ryo possède un trait secret, quelque chose qui ne s'est pas produit depuis qu'il a envoyé cette fille dans un autre monde il y a Zentozan ans. Le nom de cette capacité, jeunesse éternelle. Regardez ces vidéos qui apparaissent à l'écran et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.